Bienvenue dans Ça se discute. Théodule Honsa est resté avec nous. Merci beaucoup. Merci, Sam. Oui. En face de vous, Julio Tometti, bonsoir. Bonsoir Stanislas et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes juriste et analyste politique également. Nous allons être rejoints par d'autres invités en cours de discussion. Julio Tometti, vous avez remarqué et lu, comme nous, un peu les explications du porte-parole du gouvernement, M. Wilfried Léon Ngbeji, au sujet justement de la boucle ferroviaire Bénin-Niger. Ce n'est plus la priorité du gouvernement. Il en a donné des explications. On sait que cette boucle a tenu à cœur à plusieurs régimes, mais le chef de l'État, le régime actuel qui est en début de mandat, avait quand même tracé certaines priorités dans la boucle ferroviaire. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui le fait que cela ne passe plus dans les priorités? On pourrait comprendre parce que vous savez, un gouvernement, j'ai l'habitude de dire, tout est défi chez nous. Et donc, il y a à respecter en fait un ordre de priorité en tenant compte du contexte et surtout des moyens. De ce qu'en a dit le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngbeji, c'est que l'évaluation en termes de coût de ce projet va engloutir énormément de ressources. Oui. Et le gouvernement, au regard d'autres priorités, ne serait pas prêt parce que, à l'évidence, ça ne serait pas rentable. En fait, en termes de boucle ferroviaire tel que nous l'avions connu ici, c'est beaucoup plus pour le transport des marchandises. Ouais. À moins que nous ayons en fait un réseau interne qui participe aussi au transport commun interurbain. Si cela n'est pas fait, donc si on ne peut pas faire, la route, par exemple, Cotonou-Niger, Cotonou-Niamey ou autre, ça ne peut pas prospérer. De sorte que, selon les explications du secrétaire général, il faille que ça soit dans une approche globale avec d'autres pays frontaliers pour que la question soit économiquement rentable. Sinon, ça pèserait beaucoup plus sur le Bénin et la rentabilité ne souffrirait quelque peu, la rentabilité souffrirait en fait. Il manquera une question peut-être d'efficience dans la rentabilité de ce projet-là. Donc, cela doit s'inscrire dans un programme général. Ouais. Il faut remarquer, le gouvernement n'a pas abandonné. Le gouvernement n'a pas abandonné l'idée, le gouvernement n'a pas abandonné le projet, seulement que ça ne reste pas d'actualité maintenant. Parce qu'il faut le remarquer, vous avez vu, tout ce que nous avons fait jusque-là, quand vous observez un peu, vous savez, le tracé ou bien le passage des chemins de fer a toujours été maintenu, entretenu, protégé d'une certaine façon. Quand vous voyez, si ce n'est pas dans la zone de CMP Cadis où les chemins de fer ont été presque totalement enlevés, quand vous entrez dans Cotonou, un peu partout, dans Gala jusqu'à tout là, vous avez constaté un peu ce qui a été fait, l'aménagement qui a été fait. Ça veut dire qu'il y a un projet, beaucoup de étudiants se demandaient, c'est une promesse quelque peu, le fait d'avoir laissé, ces aménagements, c'est une promesse que véritablement quelque chose se prépare et que les Béninois, ne sont pas surpris de trouver et de se retrouver un beau jour avec, des chemins de fer modernes qui puissent aussi bien assurer le transport interurbain que le transport des marchandises au niveau transfrontalier. Donc, nous rêvons du chemin de fer. L'espoir n'est pas perdu, donc il y a lieu simplement de patienter un peu. Ça finira par venir pour venir, d'une plus belle manière et qui puisse ne pas peut-être engloutir inutilement nos ressources. C'est ça. Théodule, le porte-parole du gouvernement a rappelé qu'une expertise européenne a été commise à ce effet, et laquelle expertise a révélé justement que par rapport à cette boucle, il faut une dynamique sous-régionale pour que cela puisse être véritablement viable. Et à côté de ça, il y a un investissement financier colossal qui doit être engrangé pour la réalisation et la redynamisation de cette boucle ferroviaire Bénin-Niger. Votre regard déjà sur ce changement de paradigme par rapport à ce projet qui pourtant faisait partie des priorités? Oui, changement de paradigme, c'est-à-dire à juste titre.
parce que vous savez ce que ce projet-là a suscité comme engouement par le passé et avec les anciens régimes, même avec le régime actuel qui au départ avait voulu voir clair dans le contenu même de ce projet colossal qui la boucle ferroviaire, Bénin, Niger, tout ça, jusqu'à passer par Abidjan. Et tout le monde, on se souvient de cette polémique qu'il y a eu autour de l'affaire qui a créé d'autres situations devant la justice, etc. Mais qu'aujourd'hui, après, vous l'avez dit, après cette expertise européenne et chinoise. Là, le porte-parole l'a dit, il y a quelques différences près, ça nécessite de lourds investissements. Et il s'agit aujourd'hui de travailler sur les priorités. Les priorités pour le gouvernement, pour le pays, en termes de rationalisation des ressources, en termes des ressources pour le développement du pays. Je crois que oui. Le gouvernement a trouvé juste en décidant donc de mettre, en tout cas, de prendre du recul et d'observer, d'analyser, parce que c'est un gros projet qui doit engager plusieurs pays. Plusieurs pays, quand on parle de boucle ferroviaire, on sait que, c'est-à-dire l'apport, ce que les chemins de fer peuvent apporter dans un pays, dans une région, pour son développement. Il y a une dynamique économique aussi. Je le rappelais, le transport des marchandises, mais les transactions commerciales aussi. Oui, dans la sous-région, d'abord dans les régions, surtout que nous mettons un accent particulier sur le développement local, l'économie locale. Vous savez, pendant que le train sifflait sur un sifflet, on voit un peu les activités qui étaient menées de très bonnes. Ça a fait développer beaucoup de zones. Oui. Beaucoup de zones par le passé. Et il y a quelques jours encore, il y avait au moins. Comme Cococodi. Cococodi, etc. Le marché de Cococodi, Passagon, etc. Et donc, tout le monde rêve d'entendre siffler le train, ne serait-ce que pour en tout cas, faire des transactions d'un département, d'une région à une autre dans le pays, mais dans la sous-région également. La coopération sud-sud, ça passe également par le chemin de fer, mais il s'agit aujourd'hui de rationaliser nos ressources, de savoir à quoi devons-nous donner priorité. Ce qui me réjouit, Julio l'a dit, ce n'est pas, le porte-parole aussi l'a répété à maintes reprises, le projet n'est pas abandonné. Il s'agira de travailler avec les autres pays de la sous-région pour voir en quoi, quel serait l'apport de tout un chacun et dans quel registre, sous quelle forme il faudra désormais développer le chemin de fer. Nous y rêvons parce que nous rêvons de voyager, pourquoi pas, désormais. En tout cas, nos routes seront mieux protégées, les gros porteurs vont moins circuler, ça c'est vrai. Et c'est une projection d'envergure. Il va falloir qu'on y réfléchisse et que les autres pays y participent véritablement pour que cela se passe très bien. C'est ça. Victor Bokor nous a rejoint entre-temps. Bonsoir à vous. Bonsoir Stanislas. Bonsoir au plateau et puis également bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis les différents canaux. Vous êtes analyste politique. On sait que par rapport à ce projet de la boucle ferroviaire Bénin-Niger, le porte-parole du gouvernement a noté aussi que les résultats des investigations, de l'expertise menée ont abouti à la nécessité de lourds investissements. Plusieurs personnes se sont posé la question de savoir, n'avait-on pas idée de ces investissements avant de classer ce projet au fronton des priorités? Est-ce que quelque part on n'a pas inversé les choses? Non, sur la question, moi, excusez-moi, je vais être formel. Quand on se retrouve dans un État comme le nôtre qui se donne un certain nombre d'ambitions, il n'y a que certaines priorités sont plus prioritaires que les autres. Ce n'est pas que la boucle ferroviaire telle que pensée ou voulue n'est pas une priorité. Mais entre-temps, vous savez qu'il y a eu Covid-19, mais qu'il y a d'autres réalités auxquelles il fait face. Et en suivant l'ordre des priorités... Certains se le demandent, la Covid-19 explique-t-elle... Non, j'avoue, on ne saurait tout mettre sur le compte de la Covid-19. Voilà pourquoi je disais tantôt, en fait, il faut trouver une bonne raison pour justifier. Je pense que le gouvernement a estimé qu'à l'étape actuelle des choses, il y avait des priorités.
Hein. Et bien vrai que cela soit une priorité, mais au-delà des priorités, il y a d'autres priorités auxquelles il fallait faire face. Encore que le gouvernement est persuadé que le projet tel que monté doit participer d'une dynamique sous-régionale. Ce n'est pas que cela a été occulté, je ne pense pas. Quand on sait tel que ce gouvernement fonctionne, on se donne les moyens de réussir. Si nous revoyons nos ambitions autrement, pas pour dire, juste pour dire que si le Bénin, voilà, revoir sa position sur ce projet, c'est certainement parce qu'il était nécessaire de donner la part belle à certaines priorités qui méritaient plus justement qu'on s'y accorde de droit. Et il faut trouver en l'explication du porte-parole du gouvernement justement une parade pour faire comprendre en fait que face à certaines nécessités, certains projets peuvent passer au second plan. C'est la lecture en fait que moi je fais que vous en faites. De la situation. Julio Tometi, c'est vrai que certaines personnes estiment qu'on en a de trop presque au quotidien. On sait que l'aéroport de Glodjibé avait été quand même compté parmi les priorités. Ce n'est plus prioritaire aujourd'hui. Le projet de la boucle ferroviaire Bénin-Niger faisait partie des priorités. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Bon, est-ce que ça ne fait pas trop dans les projets? Oui, il faut le dire comme ça. Peut-être le gouvernement a ses premières heures dans l'euphorie de faire voir aux Béninois le meilleur, à envisager de tout faire en même temps. Et comme quelqu'un l'a dit, qui trop embrasse mal les trains, et il s'est vraiment il s'est rendu compte de l'évidence à un moment donné. Ce n'est pas que ces deux-là. Il y a aussi la voie de contournement Codomain, Porte-Nouveau, Bintoukla, qui était prévu, ça va rester dans les mandats de 5 ans, les 5 premières années. Nous en sommes encore là. On n'a pas encore vu un grain de sable par rapport à ce projet-là. De sorte qu'il faut dire que fondamentalement, au-delà de tout ce que l'on pourrait dire au bénéfice de ce gouvernement, on a l'impression que les grosses œuvres véritablement n'ont pas démarré. Quand je dis grosse œuvre, l'aéroport aurait été une œuvre assez gigantesque, on peut le dire. Un vaste chantier, la voie de contournement Godomain Porte-Nouveau, Calavi Porte-Nouveau, ce projet de la boucle ferroviaire. Donc, on a, comme certaines personnes ont semblé le dire, bon, le gouvernement a, dans le PAG1, s'est contenté simplement de régler les questions de route par-ci, par-là. Et nous espérons, avec tout ce qui est alloué dans ce que nous avons lu dans le PAG2 en termes d'infrastructure, que véritablement nous verrons en fait ces grosses œuvres qui puissent véritablement impacter et qui puissent en fait laisser une marque. Parce que jusque-là, on a l'impression qu'il y a un goût d'inachevé parce que ce qui était considéré comme véritablement gros, à fort impact économique, jusque-là, n'a pas pu, voir le jour. Donc, mais il faut dire, c'est en fait la réalité de la gestion aussi. Donc, lorsque vous marchez et que vous vous rendez compte que, bon, là où je vais, il y a peut-être quelques obstacles, il est mieux de se redéfinir. Donc, c'est cette redéfinition qui a amené le gouvernement a dû classer les éléments aujourd'hui par ordre de priorité pour estimer que ce derrière lesquels il court depuis peut-être environ 5 ans, trouve aujourd'hui que, bon, dans les circonstances actuelles, ce n'est pas encore opportun par rapport à d'autres, ou bien les ressources actuelles ne permettent pas véritablement de pouvoir le faire. Et comme je l'ai dit, bon, ce n'est pas forcément un abandon, c'est pour mieux se redéfinir. Mais on pourrait penser quand même que c'est comme si les choses n'étaient pas aussi bien pensées au départ, ou bien, bon, le fouillis de bien faire, de vite faire, ont amené à avoir quelques écarts, ces écarts-là, entre les prévisions et la réalité du terrain. Non, mais moi pour ma part, je dirais autre chose. Est-ce qu'on pourrait parler d'euphorie, la volonté de tout faire? Vous savez, c'est ce que pensent certaines personnes. Oui, mais en réalité, dans la réalité, on s'est rendu compte qu'on était peut-être trop pressé dans la pensée et le terrain a donné autre chose.
Oui. Et cela donne de l'eau au moulin de certaines personnes qui Ça, pensent c'est, qu'il y en a fait, des rétropédalages sur certains oui, dossiers. je pense que c'est l'attitude de tout nouveau gouvernement qui vient de s'installer. Parce que n'oubliez pas, avertis en tout cas de la scène politique économique du pays et qui savent quelles étaient les priorités. Mais tout nouveau gouvernement qui vient a envie de faire rêver le pays, d'apporter du changement, rêver la population. Donc, je me suis dit que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, concernant même le projet dont on parle, tout le monde sait qu'il y avait une crise. Il y avait une crise entre deux grosses sociétés internationales qui se disputaient ce marché. L'une qui a été imposée de force, l'autre qui était déclarée adjudicataire et concessionnaire, et qui finalement n'a pas eu la main des essais. Et puis pour finir, le gouvernement, l'actuel gouvernement avait décidé donc de ne laisser aucune des sociétés exécuter le projet. On préfère d'abord Pékin, mais avec le gros, tout ce qu'il y a à investir pendant qu'on n'a pas encore de routes, pendant qu'on n'a pas encore assez de routes, je dirais, des centres, il n'y a pas encore assez d'hôpitaux, de zones, etc. Ce sont autant de choses qui ont peut-être amené le gouvernement à peut-être revenir sur sa position et déclarer. C'est-à-dire, quand vous prenez même l'affaire Glo-Dibé qu'on déclare aujourd'hui, l'aéroport de Glo-Dibé qu'on déclare aujourd'hui, non prioritaire aussi, là, ça a étonné plus d'un. Mais on se pose la question de savoir, est-ce que c'était par effet d'annonce et vouloir sidérer le peuple? Certains estiment que ces projets n'étaient pas bien pensés en amont. Alors qu'on nous avait dit, en tant que les projets, les Chinois ont commencé par travailler sur le terrain et subitement, on en est là. Même parlant de la boucle ferroviaire, il y avait l'autre société qui, semble-t-il, a été imposée de force, qui a, paraît-il, a démarré de l'autre côté du Niger. Autant de choses qui aujourd'hui, moi, je pense qu'il faille vraiment comprendre la démarche du gouvernement. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas compris. Non, nous avons tous compris. Au fait, c'est... Le porte-parole du gouvernement a parlé de lourds investissements et il parle de dynamique sous-régionale. Moi, j'avais pris le gouvernement... le changement d'approche, en oui, fait. Moi, j'avais pris le gouvernement très au sérieux. Je l'avais pris très au sérieux. Et donc, aujourd'hui, je ne comprends pas... Vous pensez qu'il ne l'est pas? Vous doutez encore de la... Parce que vous dites, que tu disais tantôt que tout gouvernement a envie de faire rêver, de faire tout ça. Non, on n'a pas besoin de nous faire rêver. On a besoin de voir du concret. Non, mais quand les gens s'installent, c'est ce qui se passe dans tout le pays. Quand ils s'installent, on a envie de faire rêver, on est confronté aux réalités. La marque du gouvernement de la rupture, ce n'est pas de faire des effets d'annonce. La marque du gouvernement de la rupture, c'est d'aller au concret, c'est de réaliser. Et que ce soit à l'aune des réalisations que l'on puisse apprécier. Je ne crois pas que le gouvernement de la rupture soit dans cette posture de faire rêver, non, mais faire ce que je dis, au départ, tout le monde s'interrogeait, est-ce qu'avec les projets lancés, est-ce qu'on pouvait tout réaliser? Mais au fil du temps, on a compris la démarche. Non, il ne fallait pas nous faire rêver. Donc, parce que dans cette affaire, par exemple, de Glo-Dibé, on est allé jusqu'à poser des actes. Et nous avons soutenu à cause de projets, de la rentabilité, de projets, de tout ce que ça peut avoir en termes d'impact. Parce qu'il faut le reconnaître, les gens continuent d'en souffrir. Et quand vous dites aujourd'hui, oui, nous avons fait tout ceci, mais après on s'est rendu compte que ce n'est pas dans l'ordre de priorité, donc on aurait pu quand même gérer cette affaire-là autrement qu'on allait gérer. Par exemple, on l'a géré avec du pressing. Et parce qu'on s'est dit que le projet va prendre corps, on a dû comprendre pour dire c'est une œuvre salutaire, c'est une œuvre d'intérêt public. Et donc, quelques Béninois peuvent en souffrir pour ça. Le monde ne s'arrêtera pas pour autant. Mais quand on vient aujourd'hui pour dire ça ne relève plus de priorité, ça pose problème en tant que citoyens qui avons cru, d'accord, au sérieux, d'accord, de toutes les études préalables, d'accord, qui sous-tendent en fait cette déclaration, ou bien la mise en œuvre, ou bien l'annonce de ces grosses œuvres. D'accord. Victor Bokor, je vais vous écouter sur la question. Oui, c'est vrai que... Non, je vais vous faire la question. C'est vrai que beaucoup de personnes estiment que certains projets, et quand on change d'approche en cours de route, c'est que ces projets n'avaient pas été bien pensés, ce qui pourrait expliquer l'appellation rétropédalage par rapport à certains projets. Quel est votre avis?
Non, ma lecture, elle est toute simple. Je parlais tout à l'heure de priorité des priorités, mais j'en reviens pour dire en fait que un gouvernement se donne les ambitions de ses actions. Il n'en demeure pas moins que dans l'exécution justement de son programme de société, il en vient à ce qu'à un moment donné, dans l'évaluation de l'action, on estime en fait qu'il y a certains paramètres qu'il faut prendre en compte. Et si nous fonçons justement dans le programme tel qu'il est établi, nous risquons justement de perturber le bon fonctionnement d'autres priorités. Nous avons au Bénin l'ambition justement d'atteindre les objectifs du millénaire tels que dictés sur certains points. S'il en vient qu'il nous faut faire le sacrifice d'un aéroport pour pouvoir donner de l'eau courante aux populations, pour assurer ne serait-ce que le minimum aux élèves dans les écoles, pour avoir justement un plat avec les cantines. S'il en vient que le sacrifice de l'aéroport de Glo-Djigbe puisse nous permettre d'améliorer notre carte sanitaire et donc de mieux soigner nos populations, il faut y voir en cela la volonté du gouvernement de faire des sacrifices conséquents, ne serait-ce que pour apporter de la plus-value à ces populations. Donc, on ne voulait pas un gouvernement qui, à un moment donné, décide de réviser sa position quant à des projets, de parler d'un recul ou de dire que non, ils nous ont... Le rêve, il est toujours permis, le rêve, il est là. Il n'y a qu'à voir justement la détermination avec laquelle ce gouvernement-là cherche à nous faire sortir justement de ces anciennes habitudes pour comprendre qu'il y a une volonté qui existe. Seulement, il faut tenir compte de la cagnotte, c'est une question de budget, de mobilisation de ressources, qui vous souviennent que pour l'aéroport de Djigbe, des populations ont été dédommagées. Donc, c'est dit qu'il y a eu de l'existant et qu'il y a une bonne volonté justement d'avancer. Pas forcément, elles ont été dédommagées, pas forcément à la hauteur des attentes. Oui, et le chef de l'État l'a reconnu au cours d'une il fallait la part de sacrifice des populations. Il leur a demandé de faire des sacrifices. Mais pensez-vous que ces populations comprendront aujourd'hui, parce que le projet passe à une étape secondaire, alors que, bon, voilà, ça avait été annoncé, les gens ont été délogés. Est-ce qu'ils pourront comprendre ces personnes? Il n'est pas dit que l'aéroport de Glo n'aura plus lieu, ne verra plus le jour. Il est simplement dit que le gouvernement revise son approche comme pour dire qu'elle met d'autres priorités en avant justement de l'aéroport de Glo-Djigbe, comme pour dire qu'on trouvera les ressources nécessaires, les partenaires autres seront encore plus moulés sur ce champ-là, de sorte à ce que l'aéroport démarre comme il se doit. Mais ne nous engageons pas dans un processus qui nous amène à perdre de vue les priorités de l'heure qui sont l'eau, l'électricité, la nourriture. Et également, nous réclamons du social, c'est des ressources additionnelles à mobiliser en termes de salaire pour faire augmenter les salaires. C'est des priorités qui existent, pas que le gouvernement n'en est pas conscient. Et justement, c'est en fonction de cette conscience-là qu'elle décide, je pense pour ma part, de réviser justement ses ambitions. D'accord. Théodule? Non, mais... Vous ne voyez pas de rétropédalage, non? On peut changer d'approche. Rétropédalage, je qualifiais ça de rétropédalage de cette façon-là me générait un peu... Au fait, puisque c'est amorcé et en cours de route, on se dit, bon, ce n'est plus prioritaire, il faut changer d'approche. Oui, nous sommes tous d'accord que même quand nous ramenons le débat au bas niveau, chez nous, auprès de nous, quand nous avons des projets chez nous, dans notre maison, et qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, bon là maintenant, ce n'est pas la priorité. Nous avons, en tout cas, nous cherchons les voies et moyens pour redéfinir ce projet. Vous avez envie, vous avez votre parcelle, vous voulez construire une maison, et qu'aujourd'hui, vous avez les ressources, vous avez engagé peut-être déjà les travaux, le maçon, tous les manœuvres sont prêts, que vous démarrez à un moment donné, que vous avez senti qu'il y a d'autres priorités. Peut-être que vous avez un projet de voyager, vous allez en mission de façon, c'est-à-dire ponctuelle, pour 2 mois, vous êtes obligé d'arrêter les travaux, le temps peut-être de revoir les choses à votre arrivée ou avant de pas. C'est un peu de cette façon. Je vais ramener ça au bas niveau. C'est vrai que ce sont là, ici, c'est une question d'État. C'est plus sérieux que ce que nous sommes en train de donner comme exemple, mais partons de ces exemples pour comprendre un peu. Moi, je ne parle pas de rétropédalage, je parle plutôt d'une
d'une façon de redéfinir les choses. Aujourd'hui, voyant que nous avons... Vous y voyez un recul stratégique? Je préfère même cette expression, recul stratégique pour revoir les choses. Rétropédalage, c'est ça, ça frise une démission, c'est comme une démission, mais non, c'est au coup, aujourd'hui, il faut comprendre, au départ, les gens, tout le monde avait douté en tout cas de la capacité du gouvernement, de l'actuel pouvoir d'exécuter tout ce qui est annoncé comme projet. Mais au fil du temps, nous, on a été convaincus. C'est vrai que tout n'est pas rose, tout n'est pas réalisé à 100%, mais on a été convaincus de ce qui se passe et on a compris la méthode de gestion de fonctionner. Et tout le monde sait que, bon, pas d'effet d'annonce, pas de plaquettes, de maquettes, pas de pose de première pierre, coup de pioche, etc. Autant de mouvements qu'on fait. Aujourd'hui, on va, ça dit à l'œuvre, c'est du pragmatisme apprécié. Et donc, c'est de cette manière-là. Je voudrais dire quelque chose. Oui. J'ai cru entendre de Julio que nous n'avons pas véritablement entamé au Bénin les grosses œuvres. Comme quoi, et parce que l'aéroport n'est pas encore effectif, et ainsi de suite. Je voudrais dire que dans ce pays, nous avons vu des stades pousser. C'est des grosses œuvres. 22. Des stades. 22. Et d'autres sont prévus. Dans ce pays, nous avons vu que nos marchés ont connu des coûts de toilettage et il y en a assez qui sont en construction. Je voudrais préciser que dans ce même Bénin, nous avons vu... Vous aurez la parole. Nous avons vu que la lumière a commencé par chasser l'obscurité. Nous avons vu dans ce même pays que dans des zones difficiles où les gens n'avaient pas l'eau, même jusque dans les collines, l'eau a commencé par couler sur des montagnes. Et nous avons pu percevoir, et si je ne m'abuse, c'est pratiquement fait, la délocalisation justement du Kangezo, une merveille qui se fait dans quelques enclaves bon, je ne dirais pas. Vous avez vu des routes qui ont été redimensionnées, tracées. Et comme pour dire que le gouvernement se donne ses ambitions pour avancer, ne prenons pas pour le fait que pour un aéroport dont le démarrage n'a pas encore été effectif, parce qu'on décide de revoir justement les choses, qu'on puisse dire, écoutez, bon, on parlera de rétropédalage ou qu'on aille vouloir dire que le gouvernement nous a trop fait rêver pour ainsi nous présenter une image de quelqu'un qui fait du recul. Je veux comprendre simplement que Julio veut trouver juste une raison pour dire, écoutez, ce n'est pas ce à quoi il faut s'attendre. Il fallait s'attendre à autre chose, mais souffrez que face aux réalités, qu'on en vienne justement à revoir, donc à redimensionner justement les Nous allons écouter Julio. Oui, Victor, non, pas pour vous attaquer. Pas de souci, je ne parle même pas beaucoup. Victor en a profité pour faire un peu le bilan du PHG1, c'est bien salutaire. Vous savez, aéroport de Glodigbé, ferroviaire ou autre, ce n'est pas les Béninois qui nous demandent. C'est le gouvernement qui lui-même, au regard de ses ambitions, a proposé. Maintenant, mon inquiétude, d'accord, et qui doit être celle des populations, c'est que est-ce que nous devons, est-ce que ça nous amènerait, d'accord, à devenir sceptiques, par exemple, par rapport au PHG2 ? Parce qu'en fait, c'est comme on nous prépare à du scepticisme par rapport au PHG2. Est-ce que demain, on ne reviendrait pas nous dire que certains projets contenus dans le PHG2, on a dû réviser parce qu'on aurait découvert, entre-temps, d'autres priorités. Donc, il nous faut nous rassurer. Il faut que le gouvernement nous rassure par rapport aux projets, d'accord, différents projets contenus dans le PHG2 pour que ces différents projets-là ne souffrent pas encore de cette révision ou bien de l'ordre des priorités parce qu'on aurait découvert d'autres priorités. Je voudrais que les Béninois soient quand même certains de ce qui est contenu dans le PHG2, que ça soit réalisé, peut-être avec un peu d'écart, en moins ou en plus, c'est des choses qui arrivent. Mais que l'on en revienne à un moment donné pour dire, bon, nous avions pensé ici, et maintenant nous pensons que ces éléments ne sont plus dans l'ordre des priorités, ça ne fait pas trop sérieux en termes de gouvernance de ma part. Parce qu'en tant que citoyen, je vais être exigeant. Il y a différents proposés, ce n'est pas les citoyens qui l'ont proposé au gouvernement, c'est le gouvernement, d'accord, qui a illustré ces projets, a dit que nous allons les faire. Et donc à partir de ce moment-là, ils ont la responsabilité de les faire. Il n'y a pas de revenir pour justifier que, puisque en vérité,
Nous savons que nous avons des problèmes d'électricité. Nous savons que nous avons des problèmes d'eau. Nous savons qu'il y a investi dans l'éducation. Nous savons qu'il y a des routes à faire. Mais pourtant, nous avons proposé de ces autres projets aussi. Et donc, si on n'arrive pas à le faire, ça veut dire qu'il y a un problème. Et je voudrais que ça ne se répète plus pour le PAG2. En fait, ce qu'on nous propose maintenant dans le PAG2 ne souffre d'aucune sorte de révision comme nous sommes en train de le noter. Julio, souffrons qu'il y a un thème qui existe, c'est la transla. Comme pour dire qu'il y a des projets qui sont transversaux, qui ne vont pas justement se contenir ou se réaliser dans un PAG1 et donc pourront réapparaître dans le PAG2, ainsi de suite et autres. L'aéroport de Glodjibé. La route de contournement Calavi, tout là, a été remis dans le PAG2, donc nous espérons que. Mais en fait, ce n'est que ce que nous disons. On va continuer les discussions tout à l'heure. Nous allons continuer les discussions tout à l'heure, juste après la petite pause. Voilà, nous parlons toujours de ce projet de boucle ferroviaire Bénin-Niger. Le gouvernement qui là-dessus a changé d'approche. Nous sommes rejoints par Fiacre Bodjrenou. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Stanislas. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et chez vous? Ça va bien. Vous êtes juriste également. Merci d'apporter votre éclairage à ces sujets. Je vais d'abord donner la parole à Victor Bokor. Vous voulez réagir tout à l'heure sur ce projet. C'est vrai que Julio estime qu'il faudrait quand même bien penser certains projets, notamment quand on est à ce niveau de gouvernance pour ne pas, en cours de jeu, se rétracter vis-à-vis de certains grands projets. Vous ne sembliez pas être d'accord. Je dirais que c'est trop dit ou encore avancer sur le terrain de ce que le gouvernement n'est pas sérieux, c'est aussi un peu trop dit puisque j'ai cru entendre des mots pareils. Quand on sait la gouvernance atypique depuis 2016 qui est instaurée, il faut prendre du recul pour apprécier justement les événements quand ils arrivent. Et écoutez, je le disais tantôt, l'ambition existe. La volonté de révolutionner le cadre de vie, de nous amener à un niveau acceptable, et cela de concert avec les populations qui, d'une manière ou d'une autre, font la part de sacrifice pour accompagner le gouvernement. Un gouvernement sérieux, c'est un gouvernement qui, à l'appréciation des événements et des faits, redimensionne ses visions, ses volontés, en fonction de l'existant et en tenant compte de l'environnement. Et ça, il faut le dire, et ça, c'est pas tout. Aussi bien dans... Malheureusement, c'est ça. Aussi bien dans nos familles, nous pouvons redimensionner nos projets, aussi bien à l'échelle nationale, les gouvernants, à l'appréciation, peuvent redimensionner, revoir à la baisse et donner des priorités à d'autres projets. Je pense que c'est dans ce cadre-là que moi, je m'inscris. Et c'est ce que je veux faire comprendre à l'ami Julio, également à tous ceux qui nous suivent, comme pour dire, c'est tout à fait sérieux pour un gouvernement de revenir à la face des caméras et des micros et pouvoir dire à ces populations, écoutez, notre ambition de vous donner l'aéroport ici et maintenant demeure toujours, mais souffrez que certaines priorités passent d'abord, mais votre aéroport, vous l'aurez quand les conditions seront réunies. Alors, écoutez, vous pouvez avoir les moyens de votre politique pour réaliser votre projet, mais malheureusement, vous tenez compte de l'environnement et vous dites, si le projet, bien que la ressource, elle existe, je pourrais faire d'autres priorités. Dans le cas d'espèce, le gouvernement l'a clairement dit, il faut tenir compte de l'aspect sous-régional pour certains projets, comme pour dire, la volonté du Bénin seul ne suffit pas pour mettre en œuvre certains projets, dont la boucle ferroviaire. Il faut tenir compte justement de l'environnement.
Parce qu'une bonne boucle ferroviaire, c'est celle qui partira du Niger, effectivement, vers le Bénin, mais qui pourra être utile également à d'autres pays. Oui, comme mais vous Julio, dites là dans l'aspect- est la question, justement. Est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper en cernant les contours de la dynamique sous-régionale avant de l'insérer dans le fronton des priorités? Pourquoi c'est après l'avoir inséré dans les priorités qu'on se rend compte que, bon, ça fera partie d'une dynamique sous-régionale et qu'il faudra peut-être attendre un peu? Simplement parce qu'on s'est donné les moyens, d'abord nous-mêmes, de réaliser le projet et de se rendre compte qu'il nous serait plus bénéfique dans une approche participative de gérer ce projet-là. D'accord, on va écouter, Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Baudreno sur Oui, la même question. Sur la question de la boucle ferroviaire, moi je fais une petite analyse. Le gouvernement béninois, le gouvernement du président Patrice Talon a avancé le projet. Et puis, en cours de route, on constate que le projet revient excessivement cher. Ce qui voudrait dire que si le Bénin doit faire face aux dépenses que ce projet devait engendrer, on risquerait d'être étouffé. Et quand le gouvernement réfléchit comme ça, il voit qu'une boucle ferroviaire pouvait avantager d'autres pays de la sous-région, comme M. Olivier vient de... Monsieur Bokor, c'est Victor Monsieur Bokor. Victor Oui. Bokor vient de le souligner. Et qu'on mette d'autres pays dans la danse, qu'on associe d'autres pays de la sous-région pour que le poids ne pèse pas trop sur un seul pays comme le Bénin ou bien le Niger pour faire face à un projet pareil qui va profiter en fait à toute la sous-région. Parce que si on s'adonne à faire une boucle ferroviaire qui va relier seulement Bénin-Niger et qui va coûter peut-être 100 milliards, alors que si on prenait 150 milliards ou 200 milliards, on pouvait faire une boucle ferroviaire qui va relier Bénin-Niger, pourquoi pas le Togo, pourquoi pas le Burkina, et on voit un peu comment on va arranger les choses pour que ça arrange les Béninois. C'est toujours pour faire une économie des fonds des nations que le gouvernement aurait pensé que il faut prendre du recul pour bien mieux réfléchir le projet. S'il y a lieu d'associer des pays de la sous-région pour que ça puisse être réalisé. Oui, c'est vrai que beaucoup sont unanimes sur ce que vous dites et je vous relance là-dessus. C'est le moment d'intervention justement de ce constat qui prête à confusion chez certains compatriotes qui estiment que cela aurait pu intervenir en amont. Pourquoi maintenant? Non, mais vous savez, aujourd'hui, les pays de la sous-région, les pays concernés par ce projet traversent une grave crise. Une crise économique, une crise sécuritaire, une crise politique, etc. dans le pays. Est-ce que ces pays sont aujourd'hui prêts pour participer à de tels projets d'envergure, quoi? Il faut le dire. C'est une grande question, s'il vous plaît, monsieur Fiac. Alors, donc, c'est une question qu'il faut se poser aujourd'hui. Moi, je crois que c'est toutes ces projections que le gouvernement a certainement fait pour dire aujourd'hui, nous devons prendre du recul parce que le Bénin pouvait prendre cet engagement, mais il s'agit, le porte-parole l'a dit, c'est de lourds investissement colossal. Donc, il faut prendre du recul, le temps qu'il y ait du calme autour de nous, avec ces pays, le Burkina, le Niger, etc., pour qu'on se retrouve et discuter quel serait l'apport de tout et chacun et comment ça va se passer pour que ça profite à tous. Nous parlons de coopération sud-sud sous-régionale, c'est le chemin de fer, on en a besoin. Vous savez, les chemins de fer aujourd'hui, c'est les rails, etc., c'est excessivement cher. Ce que nous avons là aujourd'hui, ça date de 1900, je ne sais quoi, vraiment c'est dépassé. Les wagons, etc., ce sont des choses qu'il faut revoir, modernes, pour sauvegarder le reste. Je suis convaincu que c'est... Je voudrais rebondir un peu. Avant vous, oui, rapidement. Et quand on parle de revoir, il fallait penser à la chose en amont, et il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue le travail des experts aussi, qui a pris un temps. Parce qu'il y a eu l'ambition, on a pensé le projet, on a mis le projet en place, mais il faut l'expertise de ceux qui sont des génies en la matière pour évaluer en fait le coût du projet. Et ce travail a été fait et il y a un expert européen qui a été commis en première position, qui a rendu son rapport, mais on a consulté un autre expert chinois qui a rendu aussi son rapport et c'est de là
qu'on a fait la comparaison des coûts, on a vu que vraiment c'est vraiment excessif et qu'il faut prendre un peu de recul. Donc il faut voir aussi le temps qu'a duré les travaux concernant les experts, les travaux d'expertise et voir aussi l'aspect des choses. Sur la question. Oui. Parce que je prends la déclaration du porte-parole du gouvernement au mot. Pour moi, c'est un gouvernement. Et quand on dit un gouvernement, en fait, c'est assez sérieux. Donc, la seule chose qui pourrait justifier... Comme un conseil de famille, c'est assez sérieux. Non, c'est pas la même chose. Écoutez, Julio, le La laisse seule chose poursuivre. qui pourrait justifier cela, Ouais. c'est qu'il y a des aléas, qu'on nous annonce qu'il y a eu des aléas, ou bien qu'il y a eu des cas de force majeure, comme beaucoup de pays se plaisent à mettre tous leurs écarts sous le dos de la crise du coronavirus. J'aurais aimé qu'il y ait une raison qui sous-tende ça, mais pas qu'on dise, c'est maintenant qu'on a fait les études, on s'est rendu compte que les coûts, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui avait manqué au départ, avant l'annonce. D'accord. Ne peuvent véritablement pas livrer tous les secrets. On va passer à un autre sujet, s'il vous plaît. Nous sommes pressés par le temps. C'est vraiment, on passe à un autre sujet. D'accord. Peut-être que M. Julien est dans le secret de Dieu et qu'il a quelque Donc, on chose peut pas tout livrer. On vous aura compris. peut nous On tenir va informés. parler d'autre chose. L'autorité de régulation des marchés publics a publié la liste de 8 agents publics exclus de la commande publique à la date du 24 janvier 2022. Des agents donc qui sont écartés du processus de la commande publique. Et il faut rappeler également que, entre autres, on leur reproche leur manque de rigueur, de professionnalisme et de management dans l'exercice de leurs fonctions, des violations des principes de transparence et d'égalité de traitement, manœuvres coercitives, frauduleuses et violations des principes de la commande publique, violation des dispositions relatives à la gestion du dépassement des délais de validité des offres. On a noté également des exclusions pour violation des principes d'économie et d'efficacité. Les sanctions sont de 2 années pour certains agents et de 5 ans pour d'autres. Fiak Bodranou, vous êtes juriste également. On en a 2 sur le plateau. Je voudrais déjà votre premier regard. Au niveau justement du processus de passation des marchés, qu'on en arrive à trouver des agents publics à qui on reproche des choses alors même que ce sont eux qui devraient donner l'exemple quand on parle aujourd'hui de gouvernance, de gestion efficiente, de gestion efficace, qu'on en arrive à leur reprocher cela, qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, dans une société, et tout le monde ne peut pas être blanc-seing, il faut le comprendre. Et il y a toujours des gens qui ont toujours tendance à tricher, à faire autrement que ce que la règle recommande. Et lorsqu'on en arrive à des comportements comme ça, on tombe dans les mailles de la sanction. Et voilà, c'est ce qui se passe. Et nous parlons de la lutte contre la corruption. Et ils ne sont pas ignorants de ce qu'il y a une révolution en cette matière actuellement. Donc, s'ils ont pris le courage d'agir de la sorte, ils vont faire face aux conséquences. Vous pensez qu'ils ont eu du courage, Victor Bokor, sur la même question des agents publics à qui on reproche, et même leur nom, la liste de ces agents publics a été publiée. Il y en a dans certaines directions, dans certains ministères aussi. Comment peut-on comprendre l'existence quand même de ce mal, à ce niveau surtout de responsabilité? Non, vous savez que les personnes en charge des marchés publics ont une grosse responsabilité. Et quand vous n'exercez pas dans les règles de l'art, que vous passez outre les mesures, il est nécessaire justement qu'on tape du poing sur la table. Qu'il vous souvienne également que le gouvernement a eu cette volonté-là de réformer justement le cadre des marchés publics parce que par là, beaucoup de choses se passaient. Cette volonté-là de lutter contre la corruption, d'assainir les finances publiques, nous amène indubitablement à aller vers la sanction. Et donc, quand les acteurs passent outre justement ce qu'il faut faire, il est important que le gouvernement, dans son rôle régalien, de contrôle, de justesse, d'équité, en viennent justement à taper du poing sur la table et à rappeler aux agents justement qu'ils sont fautifs. Cela participe de la saine collaboration, c'est vrai, mais également cela participe d'une éducation
pour les populations. À savoir que quand vous avez en charge la chose publique, vous avez forcément l'obligation d'avoir la juste attitude et la bonne attitude et d'agir dans les règles. Et de là, autrement, souffrez que votre action soit plus ou moins sanctionnée. Et quand la sanction elle est soit positive ou elle est soit négative dans le cas d'espèce, ils écopent justement d'une sanction négative. C'est un mérite pour eux. Ah bon, vous C'est un trouvez mérite, oui, puisque... à être sanctionné, c'est ça? C'est un mérite. Quel type de mérite? Mais c'est ce qu'ils méritent en fait, justement. Ah, d'accord. Oui, c'est le mérite de votre action. Comme pour dire, c'est la conséquence de ce que vous posez comme pas. Et pour moi, c'est important d'aller vers les sanctions. Parce que ça participe d'une certaine sensibilisation de la population. Le gouvernement fait l'option aujourd'hui d'assainir véritablement le milieu, à mettre un peu plus d'équité, surtout dans la chose publique. Et il faut encourager justement que ces genres de choses arrivent un peu plus souvent pour montrer à la population que nous sommes déterminés justement à révolutionner notre cadre de vie et à l'assainir comme il se doit. Julio, le fait d'avoir publié leur nom, est-ce que cela ne les plonge pas un tout petit peu, puisque certains sont écartés pendant 2 ans et d'autres pendant 5 ans? Ça a quel intérêt, le fait de publier la liste de ces personnes-là qui ont reproché des choses? Je le vois sous 2 angles. Sous 2 angles. En fait, il faut dire le gouvernement s'inscrit dans une dynamique de lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Et il faut dire que, comment dire, les marchés publics sont généralement, en fait, c'est un environnement très propice à la corruption, comme ça a été par le passé. Donc, on a voulu être un peu plus rigoureux et comment dire, malgré tout le dispositif en place, il y a les gens qui continuent toujours en fait les mauvaises habitudes. Mais dans cette masse aussi, il faut reconnaître que selon ce que nous avons lu, qu'il y a des gens qui ont commis peut-être des fautes, non pas intentionnellement, mais des fautes de gestion. Quand des fautes de gestion, c'est peut-être ne pas avoir été rigoureux vis-à-vis de tel ou tel, ou bien avoir manqué de vigilance, avoir manqué de vigilance. Et donc, sur le plan de la lutte contre la corruption, en fait, ça donne en fait un exemple, ça renvoie une image à la société de dire, ah oui, nous sommes en train de faire une lutte implacable, et quiconque, comme on le dit, quiconque s'y frotte, s'y pique. Maintenant, du point de vue juridique, je me demande, pour des sanctions, jusque-là, nous sommes en matière de sanctions administratives, est-ce qu'il y a lieu de publier le nom de ces personnes-là? Et je me demande si l'administration est dans ses droits, d'accord, d'avoir publié le nom de ses intéressés. J'aurais même préféré que ce soit peut-être en justice, parce que dans cette masse, comme ça se passe souvent, il y en a qui continuera de dire qu'ils ne sont pas responsables de ce qui leur est reproché. Quelle a été l'instance de délibération qui a constaté les fautes et qui a jugé de ci ou de ça? Donc là, la question reste posée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées par le passé en termes de corruption, de détournement, mais on n'a jamais publié. En fait, moi, le fait d'avoir vu, en fait, c'est une condamnation presque par la société, parce que ça vous laisse en fait une sorte d'étiquette que vos noms sortent dans les journaux. Vous êtes presque les voleurs de la République, alors que ce sont rien que les instances judiciaires qui puissent déclarer, qui peuvent affirmer de la culpabilité ou non d'un individu à qui un certain nombre de choses est reproché. C'est vrai que sur la liste rouge de ces personnes, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, mais les agents publics nous intéressent, puisque eux, ils sont quand même dans l'administration publique, dans la gestion de la chose publique. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? C'est vrai, vous n'êtes pas juriste, mais vous allez quand même analyser la publication des noms et prénoms, ainsi que de leurs différentes structures qui les emploient, de ces personnes impliquées. Est-ce que cela ne va pas leur faire plus de mal que de bien? Non, mais je fais mienne l'analyse Julio pour dire, parce que quand j'ai eu l'information aussi, je me suis posé la question de savoir est-ce que c'est la structure en charge des marchés publics qui a publié les noms, ou ce sont les réseaux sociaux, les collègues qui ont eu quelques bruits d'informations et qui ont voulu amplifier. Parce que je ne crois pas... L'autorité elle-même qui a publié les noms, l'autorité de régulation des marchés publics.
Je ne connais pas. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Est-ce que c'est l'autorité s'érige en juge, en tout cas procès, pour en tout cas juger ces personnes jusqu'à publier les noms? Je ne maîtrise pas totalement le mode de fonctionnement, les attributs et tout de cette structure en charge des marchés publics, mais je crois que ça participe d'une façon ou d'une autre à une manière de prendre des gens comme exemple, dit à la population que la corruption, elle est là, elle est toujours là malgré toutes les dispositions que nous prenons, malgré tout le mécanisme mis en place pour lutter contre ça. Il y a des téméraires, des courageux qui continuent encore par contourner tout ceci. C'est vrai, sur la liste, il y en a qui, par mauvaise gestion, par mauvaise appréciation, mauvaise compréhension, ont commis des fautes qui sont aujourd'hui jugées pas trop orthodoxes. Mais la réalité est que s'il s'agit d'une faute administrative, ou sinon des fautes qui leur sont reprochées, je crois qu'il va falloir véritablement prendre conscience de ce qui se passe. Chacun à son niveau. Mais quoi qu'on dise, le mal existe, ça repose la question de véritablement, c'est-à-dire quelle méthode, quelle stratégie, quelle solution définitive, efficace allons-nous trouver pour lutter contre la corruption. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une cellule qui est en voie de création au niveau de la présidence pour dénoncer, pour d'abord étudier les plaintes, analyser, étudier les plaintes et dénoncer. C'est un mécanisme qui fera c'est un mécanisme qui fera ses preuves les jours à venir, mais toujours est-il que les gens réfléchissent au jour le jour, à tous les niveaux, à contourner tout ce qui est mis en place. Et ça, c'est le propre de l'homme. Est-ce que nous avons dit ça, c'est l'espèce humaine et qui est créé ainsi, mais c'est quand même dommage, alors que dans les autres pays, j'ai suivi un documentaire sur l'ancien président tanzanien de regretter moi, qui a essayé d'instaurer une forme de gouvernance très appréciée dans ce pays. L'exemple du Rwanda, on en est là, mais nous sommes en train d'expérimenter aussi quelque chose, mais il faut que nous travaillions. Le pouvoir public, le gouvernement ne peut pas être derrière chaque Béninois pour le canaliser, lui dire ce qu'il a fait. Nous avons une conscience. Nous avons beaucoup de choses que nous devons faire. Et donc, il y a une prise de conscience qui s'impose à tout un chacun de nous, à chaque niveau, pour que véritablement on n'en arrive pas là. Parce que tous les jours, on cherche à contourner le système, sinon les mécanismes mis en place. D'accord. Fiacre? Oui, et c'est vrai que ce qu'on leur reproche est suffisamment grave, mais que l'autorité arrive jusqu'à publier des noms, prénoms des agents qui sont, jusqu'à preuve de contraire, encore reconnus comme présumés innocents. Ils sont encore dans la présomption d'innocence, puisqu'il n'y a pas encore une décision de justice qui a confirmé, qui a jugé, qui a rendu une décision pour dire, voilà, ceux-là sont coupables des faits de détournement qui leur ont été... Justement, en la matière, cela m'amène à vous poser la question. Quelle est la procédure au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics? Là, est-ce que les personnes passent devant une juridiction ou bien ça se fait à l'interne? Parce que si l'autorité, on présume, n'avait pas les éléments nécessaires, elle n'aurait peut-être pas publié pour suivre votre analyse. Oui, nous allons questionner peut-être le code des marchés publics et pour voir si dans la procédure, l'autorité a le pouvoir d'analyser les faits et à son niveau et d'en arriver à juger que tel ou tel est coupable. Mais même si c'est le cas, il doit y avoir une procédure de justice pour qu'il y ait une condamnation en bonne et due forme, parce que l'autorité ne peut pas condamner en bonne et due forme. Mais on dit qu'ils sont exclus. Ils sont exclus. Est-ce que cela... non, il faut signaler, Stan, que nous ne prenons pas ici la défense de ceux qui sont... Tout à fait. C'est très important de le préciser. Exactement. Oui, nous ne prenons pas leur défense. Mais Victor Bokor, je vous fais une question. Gardez votre idée en place. Je vous fais une question. Il y a certains qui sont écartés pour 2 ans, d'autres pour 5 ans. Est-ce que le fait de publier cette liste
n'est pas dans un souci de transparence pour montrer aux prochains soumissionnaires que voilà comment il faut procéder. Désormais, il faut être rigoureux et davantage vigilant. Au-delà de la transparence, c'est une volonté d'informer l'opinion publique, certains acteurs, que ceux-là, jusqu'à une période déterminée, ne font plus partie de nos rangs et donc ne peuvent plus prétendre avoir qualité pour agir pour le compte de, justement, l'autorité de régulation des marchés publics. Écoutez, si dans nos écoles primaires ou dans nos collèges, les élèves qui arrivent à fauter, nous pouvons prendre des décisions simples et le leur notifier à eux et aux parents de ce que votre enfant est suspendu ou est interdit justement d'accès à l'école pour telle raison ou telle raison, pourquoi voulez-vous que dans une autorité de régulation du marché public, qui, après avoir découvert que des agents ont fauté, après que les constats soient faits, qu'on n'en vienne pas à prendre une disposition pour publier les noms, ne serait-ce que pour informer les uns et les autres que nous avons dans nos rangs des acteurs qui ont fauté. Il s'agit, je vous en prie. Attention, les sanctions, elles sont soit administratives, et elles sont également pénales si on en décide d'aller vers les juridictions. Mais dans le cas d'espèce, je ne pense pas que l'autorité de régulation des marchés publics ait fait l'option d'aller vers les juridictions. À l'interne, elle a les prérogatives nécessaires pour prendre des décisions, pour mettre hors d'état de nuit des agents qui ont manipulé d'une manière ou d'une autre, justement, les dossiers qui sont retrouvés en mal avec les procédures. Et donc, elle prend les mesures pour les dénoncer. Et cela participe d'une certaine sensibilisation, il faut le comprendre. Que cela n'offusque personne que les noms soient cités. Si ces derniers se sentent diffamés, la procédure encore elle existe justement pour saisir soit les juridictions ou les mécanismes nécessaires pour avoir les réparations dans le cas d'espèce. Non. Et il faut éviter une chose. La justice reste la justice, mais elle ne viendra pas régler tous nos problèmes. Elle viendra les régler quand elle sera saisie. Mais il n'empêche que dans l'administration, on puisse prendre les mesures ou les sanctions nécessaires qui sont d'ordre administratif. Et je pense qu'au niveau de la cellule de l'autorité de régulation des marchés publics, ils ont bien voulu prendre cette mesure nécessaire là, justement pour informer les acteurs à l'interne, mais également ceux qui pourront bénéficier de leurs services, que dans nos rangs, il y a des agents qui sont sous sanction pour 2 ou 5 ans. Il faut le comprendre le plus simplement comme ça. Et puis voilà, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut... Facile à comprendre une telle décision, c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait espérer, et puis le temps passe aussi vite, qu'après 2 ans, les personnes qui sont exclues pour 2 ans, qu'on puisse quand même publier à nouveau la liste et dire qu'à partir de ce moment maintenant, elles sont réintégrées dans le processus des marchés publics? Non. Et ces personnes sont réhabilitées de droit. Donc on n'a plus besoin d'une autre forme de publication. Mais si on ne publie pas, on ne le saura pas. L'administration a ses circuits d'information au niveau du marché public. Je pense que même, je me dis, si c'est ne serait que pour informer, on n'aurait pas besoin de publier. L'administration, d'accord, a ses circuits d'information. Au niveau de chaque MP, il y a une liste, par exemple, de personnes, d'entreprises, parce que ce n'est pas une première, d'entreprises non éligibles au marché public qui existent. Des fois, il y a même un certificat qu'il faut exhiber pour justifier de ce que vous êtes éligible. Donc, si c'est l'information, pour information, je ne pense pas que ça puisse être une réponse concrète à cela. Mon problème demeure, mais peut-être elle est tempérée par le fait que nous n'ayons pas tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment le code des marchés publics, parce que aucune disposition législative ne permet ce qui a été fait. Le statut général de la fonction publique, dans l'échelle des sanctions, il n'y a pas ça. La plus grave sanction, c'est la suspension de 6 mois. Donc, il n'y a pas ça. Donc, il faut interroger le domaine spécifique des marchés publics à travers le code des marchés publics de 2020 pour se forger une opinion par rapport à ce qui a été fait. C'est ça. Et je reprécise, si vous le permettez, qu'on n'est pas en train de prendre la défense de ceux qui sont ça, il faut le préciser. Encore, on peut prendre leur défense, pourquoi pas. Il n'y a pas de dossier coupable. Il n'y a pas besoin d'avocat quand même. C'est ça. Même le plus criminel a besoin d'un avocat. Ah, d'accord. Si vous le dites. En tout cas, mais l'État veut quand même toujours donner l'exemple. Il faut, quand vous gérez la chose publique,
avoir quand même cette rigueur, cette vigilance, ce professionnalisme-là. Ce sont entre autres manquements à relever au niveau de ces personnes, manque de rigueur, de professionnalisme, voilà, violation des principes de la commande publique, violation des dispositions relatives à la gestion du dépassement des délais de validité des offres. Voilà, autant de choses qu'on a relevées comme manquement. Celui-là qui était sanctionné et qui ne l'est plus aujourd'hui, qui doit se réjouir, c'est bien sûr M. Gaston Zossou, directeur général de la Loterie nationale du Bénin, qui, il y a quelques semaines... Attention, président. Oui, c'est le président de l'Autopopo, oui. Mais non, ça n'a rien à voir avec la Loterie nationale. Il a été sanctionné en tant que président de l'Autopopo. D'accord. Gaston Zossou, qui est directeur général de la Loterie nationale du Bénin, et président de l'Autopopo FC. C'est le président de l'Autopopo FC qui est sanctionné. Mais il n'est pas superflu de rappeler qu'il est une autorité quand même. Non, c'est un peu de trop. Restons dans le domaine du football. En tout cas, les deux sont quelque part liés, parce que quand on dit l'Autopopo, il y a loterie en filigrane. Voilà, les deux sont liés de toutes les façons. Et donc, Fiak Bodjrenou, il est heureux aujourd'hui parce que il y a quelques semaines en arrière, il avait quand même fait une sortie au cours de laquelle il a sévèrement critiqué ce qui ne va pas de son point de vue au niveau du football béninois. La sanction n'a pas tardé à tomber. Il avait été interdit d'accès au niveau des stades pour les différentes compétitions du championnat national de football. Il vient d'être réhabilité. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et finalement, ce système deviendra un fléau où les autorités de régulation viennent dans l'administration, on sanctionne à tous azimuts et puis après on revient et puis on rectifie le tort. Bon, et le professeur Gaston Zossou avait fait des déclarations, il avait critiqué un certain nombre de choses en ce qui concerne la gestion des arbitres et dans le processus des matchs de l'Autopopo. Et suite à cela, on lui a infligé une sanction de ce qu'il a interdit des stades. Et après, qu'est-ce qui a justifié maintenant le fait qu'on retire cette sanction? Et voilà, c'est là que la question se pose. Parce que, est-ce que la sanction était justifiée? Est-ce que c'était légitime? Si c'était légitime, pourquoi on en vient à retirer ça? Donc, c'est là où moi, et ça me fait rire, et je me demande, est-ce qu'on était sérieux en infligeant la sanction ou bien c'était pour faire dire, bon voilà, nous sommes dans notre domaine, nous sommes les maîtres et puis on peut faire ce qu'on veut. Bon, si c'est le cas, je crois qu'il faut éviter ces genres de choses à l'avenir. D'accord. C'est lui le président de l'Autopopo FC, du club justement. Et en tant que tel, est-ce qu'un président de club, je reviens à vous tout à l'heure, Victor Bokor, est-ce qu'un président de club n'a pas le droit de dire ce qu'il constate dans la gestion du football auquel son club participe dans le championnat national? Non, écoutez, Gaston Zossou revient d'une sanction et ça, il faut lui souhaiter d'abord un bon retour. C'est la première des choses. Ce que Gaston Zossou a dit avant de partir, avant de prendre une sanction, il faut se poser la question, est-ce que c'est juste? C'est une question. Je ne voudrais surtout des observations sur la gestion de l'arbitrage. Je ne voudrais surtout pas épiloguer là-dessus, mais il me semble qu'il a juste dire ce qu'il a constaté, ce qu'il a vu et ce qui est réel. Le football, avec ses aléas... Oui, si ce qu'il a dit est réel, pourquoi l'avoir sanctionné? Je pense qu'il y a un mécanisme. Peut-être qu'il aurait pu saisir la fédération sur les constatations qui ont été faites plutôt que de faire un déballage public de la sorte. Peut-être qu'il devait faire cette démarche-là et qu'à l'issue de cette démarche, s'il n'avait pas été entendu, qu'il utilise les canaux nécessaires pour faire part de son mécontentement. Est-ce que Gaston Zossou est allé trop vite en besogne? Il faudra peut-être retourner encore vers les tests de la fédération pour voir justement quand ces genres de cas arrivent, comment est-ce que ça se gère au niveau de la fédération, quels sont les mécanismes qui devaient être mis en œuvre pour se faire écouter quitte à réagir. Mais ce n'est pas la première fois que l'arbitrage au Bénin est
est décrié. Et ça, il faut le relever. Que quelqu'un comme Gaston Zossou, quand on sait qu'il est doté d'une certaine patience, on vient justement à déchirer ce silence-là, à rompre le silence et à faire cas de ces genres de choses. Je pense que nos responsables au plus haut niveau de la fédération devaient travailler justement à ce que le cadre soit un peu plus sain, surtout en termes d'arbitrage, pour que nos matchs nous donnent justement les résultats qui doivent être. Maintenant, pour revenir à la pratique au niveau de la fédération, il faut saluer le travail qui se fait au niveau de la fédération, avec le président actuel. On sent que ça bouge, on sent que le football renaît, le championnat qui renaît, tout semble bouger, mais il reste qu'il y a justement quelque quoi qu'il faut corriger, notamment l'arbitrage. Ne pas tenir compte de ce que dit Gaston Zossou, c'est décider simplement de foncer. Alors que nous avons besoin d'un football qui s'améliore, d'un arbitrage qui accompagne comme il se doit le football, et que cela soit bien organisé. Parce que ce que M. Gaston Zossou déplorait, me semble-t-il, c'est qu'il semble que les mêmes sont à la fois juges et arbitres, que notre corps arbitral n'est pas aussi bien organisé parce que simplement les mêmes qui ont les clubs de football, c'est les mêmes qui désignent les arbitres pour les différents matchs, ce qui fait qu'il peut y avoir justement quelques petites disparités, quelques petites frustrations. Félicitations à la fédération qui a décidé de revoir la sanction de Gaston Zossou. Nous allons souhaiter à M. Gaston Zossou d'être un peu plus vigilant désormais. Quand lui viendra la volonté de s'exprimer sur certaines questions données, de se poser la question, est-ce que j'utilise les voies qui existent en la matière ou est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop? Quoi qu'il en soit, bonne arrivée encore à lui dans son monde. Il vous dira merci certainement. Théodule, sur la question, sa sanction est annulée. Je dis ceci. C'est vrai qu'il y a, en tant que président d'un club, il y a les tests qui régissent la fédération, la CAF et tout, qu'il faut respecter. Mais nous savons tous ce qui se passe au sein du football béninois et africain. Ce qui gangrène le football, d'abord béninois, mais la crise, ce que font les arbitres, je ne les accuse pas, mais ça fait depuis des années qu'on dénonce. Ça crée des frustrations sur les stades, des violences, ça crée. Donc il y a des violences sur le stade où les arbitres sont blessés, bastonnés, etc. Il y a un véritable problème. Et si le président de l'Autopopo est allé jusqu'à organiser une conférence de presse en bonne et due forme, c'est peut-être qu'il est exaspéré. Il est dépassé par ce qui se passe et qu'on continue encore dans un monde nouveau où nous avons voulu construire le football, où il y a un mécanisme de refonte, en tout cas de démarrage, de redémarrage du football béninois qui est mis en place avec la prise en charge de certains clubs par des sociétés. C'est de l'argent du contribuable qui est dépensé pour ces clubs. Mais qu'on continue, mais s'il est allé jusqu'à faire des dénonciations, c'est parce qu'il est dépassé. Il y a des réalités que la fédération peut-être ne fait véritablement rien. Mais il y a des clubs, il y a des clubs qui n'ont jusqu'aujourd'hui pas payé des joueurs depuis plusieurs mois. Mais que dit la fédération? Que dit la fédération? Des joueurs n'ont pas été payés. Peut-être aujourd'hui, la presse en a parlé un peu. Peut-être, j'aurais appris que ce sont quelques-uns se sont empressés pour payer moitié. Mais aujourd'hui, ce sont des réalités. Et pourquoi vous ne voulez pas que les gens en parlent? Cette sanction, c'est une manière d'étouffer d'autres velléités, d'autres personnes qui voudront dénoncer des choses qui ne vont pas au sein du football béninois. Voilà, on en est là jusqu'aujourd'hui. On est téléspectateurs, on suit la CAN à la télé, alors qu'on pouvait mieux faire. Ce sont des réalités, des problèmes que nous avons. Il faudrait que la fédération prenne ses responsabilités et règle les choses. Il y a trop de problèmes au sein du football béninois et il y a un silence qui ne dit pas son nom. D'accord, on y reviendra certainement. Julio, sur la même question. Oui, je voulais d'abord dire à Fiac qu'une sanction n'est pas éternelle, donc on va pas être levé si les acteurs s'entendent sur le minimum. Oui. Pour le cas de Gaston Zossou, moi, vous savez, je considère
je suis très jaloux des libertés. Donc, on doit pouvoir avoir la liberté d'opinion ou d'expression tant que ça ne viole pas les lois en vigueur. Pour ce qui est de Gaston Zosso, pour ce que moi j'ai entendu, je ne vois pas encore ce qui était aussi grave. Je ne vois pas était aussi grave et qui mérite une telle sanction. Mais à voir la personne et à voir la fédération, je me suis dit, c'est un jeu d'amis, d'accord? Il a fait ça et donc la sanction, en fait, n'était pas dirigée contre Gaston Zosso. Comme le disait tantôt Théodule, la sanction n'est pas dirigée contre Gaston Zosso. C'est comme toute autre personne qui, demain, d'accord, dénonciation. On a pu faire ça à Gaston Zosso, président de l'Otopo, et pour ce qu'il représente, ancien ministre. d'accord. Et donc, qui êtes-vous, Théodule, pour demain vous aventurer sur ce chemin? Parce que, comme beaucoup le disent, vous savez, nous sommes en pleine compétition de la CAN. Le football, c'est encore un autre monde. C'est encore un autre monde. Corruption. Ah, moi, je ne sais pas. Non, on griffe, c'est beaucoup de choses. On en a tellement entendu au plan même des clubs, au plan national, au plan africain, au plan international, que plus rien ne devrait étonner. Mais il faut quand même forcément, quoi qu'on dise, tout faire pour pérenniser cette liberté-là que nous avons, cette liberté fondamentale que nous avons, d'avoir nos opinions et de pouvoir les exprimer. Merci beaucoup à vous. C'est important. En tout cas, on y reviendra, si vous le permettez, sur ce plateau, aborder, parce qu'il y a de réels problèmes. En tout cas, il ne faut pas étouffer les volontés. Il y a des problèmes. Très bien. Avant de quitter ce plateau, je voudrais, avec votre permission, restituer en fait une vérité par rapport au débat que nous venons d'avoir. Les lois sont les lois, que nous soyons d'accord ou pas, ça reste des lois. Sur la question de marché public, la loi permet quand même à l'autorité de régulation d'exclure, l'exclusion ne dépasse pas 10 ans, de publier, de mettre à la disposition des services et de publier au journal officiel. Ah, d'accord. Voilà qui est clair. Donc, à partir de ce moment, c'est notamment l'article 123 de la loi 2020 portant Code des marchés publics. Donc, ce qui a été fait n'est pas contraire à la loi, n'est source d'aucune illégalité. Merci beaucoup pour cette précision. C'est important à l'attention de nos téléspectateurs. Victor Bokor, merci beaucoup. Fiak Bodjrenou, merci. Théodule Moussa, merci. Julio Tometi, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Suivez-nous sur nos différentes plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook Télé en direct, notre compte Twitter Télé Live, notre chaîne YouTube Télé Bénin en direct également via notre application iOS Android. Merci à tous. Passez une bonne nuit.